Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Donc nous sommes réunis cet après-midi pour nos orientations budgétaires 2017 avec un calendrier budgétaire encore impacté par la fusion. Pour ce qui concerne les anciens Aquitains, nous avions l'habitude en ce mois de décembre de voter notre budget primitif. Et nous avons dû effectivement, ce que nous comprenons parfaitement, recaler notre calendrier budgétaire compte tenu de la masse de travail représentée par cette fusion. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour féliciter vivement les services de la région sous la houlette de leur directeur général des services. Et par ailleurs, Monsieur le Président, si c'est le sens de votre signe, la rapporteure générale du budget, que d'ailleurs nous ne nous permettrions pas de chercher à composer votre exécutif à votre place, Monsieur le Président, mais dont d'ailleurs nous aurions plaisir à retrouver peut-être dans les mois qui viennent comme vice-présidente aux finances. Ça serait plus clair et puis ça serait une méthodologie de travail simplifiée aussi pour nous d'avoir un interlocuteur. Mais évidemment, ce sont des décisions qui vous incombent à vous et à vous seuls. Première remarque sur ces orientations budgétaires 2017, c'est le brouillard qui entoure notre travail de préparation budgétaire et plus encore d'ailleurs notre travail de programmation pluriannuelle budgétaire. Je pense que nous serons tous d'accord avec l'idée qui consiste à dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens de raisonner sur un seul budget. Bien sûr, c'est sur la mandature au moins que nous devons avoir une vision. Et autant 2016 finalement a fait figure d'année budgétaire zéro pour notre nouvelle région, 2017 qui est la première année budgétaire hors transition, après cette période de transition pour la Nouvelle-Aquitaine, se construit sur des bases aujourd'hui partiellement connues, en attente de discussions de résultats de discussions parlementaires ou des décisions gouvernementales. Des bases en évolution notable par rapport à 2016 et marquées par plusieurs éléments saillants. D'abord, c'est la baisse de recettes à périmètre égal de compétences, à iso-périmètre de compétences. On a des recettes qui diminuent, qui continuent à diminuer. C'est la baisse de la DGF pour la 4e année consécutive et en tout cas pour la 3e année consécutive sur le rythme qui correspond aux 28 milliards de baisse des dotations aux collectivités au niveau national. Ça nous impacte pour 40 millions d'euros et c'est également la baisse, en tout cas à ce stade des éléments de la discussion parlementaire, de la DRCTP, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle pour 16 millions d'euros. Deuxième élément de ces incertitudes budgétaires, en tout cas de ces évolutions budgétaires, ce sont les nouvelles compétences et les nouvelles recettes qui en découlent, avec d'ailleurs une distinction à faire entre ce qui sera pérenne dans ces recettes et ce qui ne le sera pas. Je veux citer par exemple le transfert de compétences des transports non urbains et scolaires qui nous impacte pour 293 millions d'euros au travers d'une part de la CVAE. Je veux parler du développement économique avec la nouvelle compétence NACRE, mais aussi le fonds mis en place pour prendre le relais des départements. Je vais en reparler tout à l'heure, les 450 millions d'euros au niveau national, 50 millions pour la région. Je pense, alors là de manière, je dirais provisoire et a priori non pérenne, le plan 500 000 formations pour 54 millions d'euros ou encore les fonds européens avec 25 millions d'euros supplémentaires. Le transfert des personnels des CREPS également a été cité tout à l'heure. Donc on voit qu'on a un périmètre qui bouge, un périmètre qui bouge dans le sens de plus de compétences pour la région. C'est une bonne chose, puisque notre groupe, traditionnellement, je dirais philosophiquement, partage, Monsieur le Président, votre philosophie régionaliste. Et nous avons eu l'occasion, à plusieurs reprises d'ailleurs, de saluer votre combat, en particulier quand vous étiez président de l'ARF, pour, j'allais presque dire, pour un grand soir des régions en France, auquel malheureusement toujours aujourd'hui nous ne sommes pas arrivés parce qu'on connaît les blocages systémiques de notre pays, mais qui reste pour nous le cap, c'est-à-dire de régions avec plus de responsabilités, des responsabilités qui sont directement en cohérence avec
son socle de compétences majeures, hein, qui est finalement un peu les ressources humaines de l'éducation jusqu'à l'emploi. Et aussi autour de l'aménagement du territoire, j'aurai l'occasion d'y venir, mais force est de constater que ce grand soir n'a pas été au rendez-vous, qu'on a plutôt des bouts de compétences et des évolutions pour l'instant plutôt à la marge. Et je partage les propos critiques tenus par Virginie Calmels tout à l'heure sur la loi NOTRe. Alors je reviens sur cette affaire des départements, là, les 450 millions d'euros. Petite question, parce que votre document tend à nous amener sur deux pistes différentes. On trouve à un endroit de votre document plutôt l'idée qu'on est sur une recette qui sera ciblée sur l'année 2017 pour finalement assurer la transition entre la fin de la compétence économique des départements et les régions. Et puis on trouve plus loin, mais on sait que ce sont les incertitudes dont je parlais tout à l'heure. On trouve plus loin l'idée que ce fonds pourrait être pérennisé, et en particulier avec le transfert d'une part de TVA, ce qui, évidemment, est quelque chose de lourd de signification, hein, qu'il faut prendre comme quelque chose d'important. Et je pense qu'il sera essentiel, utile que nous ayons le plus rapidement possible une clarification sur le devenir de ces 50 millions d'euros, avec aussi l'idée importante d'une coopération en bonne intelligence avec les départements pour assurer cette période de transition, en regrettant d'ailleurs que tout ceci intervienne avec un an de décalage. Puisque concrètement, la fin de la compétence économique des départements, ce n'est pas le 1er janvier 2017, c'était le 1er janvier 2016. Et on a un législateur où on a des technos à Bercy qui se sont réveillés bien tard. Là aussi, ce sont peut-être les effets de ce système qui est un peu technocratique dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas tellement à l'écoute des territoires et des collectivités. Alors, toujours dans les éléments de ce budget, évidemment, c'est l'impact de la crise des finances de l'ancien exécutif de Poitou-Charentes, avec un effet sur le budget 2017 qui correspond aux impayés qui ont été soldés en 2016 et qui, en bonne mécanique budgétaire, vont avoir un impact sur le résultat 2016. Et comme le résultat 2016 est injecté dans le budget 2017, eh bien, il y a un effet sur 2017. Et la question des emprunts toxiques, dont nous reparlerons peut-être tout à l'heure, et le coût de la désensibilisation, si cette désensibilisation commence pendant l'exercice 2017, et tout porte à penser qu'il y aura des coûts dès cet exercice 2017 sur cette désensibilisation. Donc tous ces éléments mis bout à bout, nous allons donc passer le cap des 2 milliards de recettes attendues pour notre collectivité, donc 2 milliards 34 millions, très exactement, ce qui marque à la fois le poids de la nouvelle région après la fusion, et puis aussi, même s'ils n'ont pas été à la hauteur de ce que nous attendions, le résultat des transferts de compétences que j'évoquais tout à l'heure. Alors j'en arrive à mon deuxième point, qui est la question cruciale de ces orientations budgétaires aux yeux de notre groupe, Modem et Apparentés, qui est la question que vous abordez page 30 de la nécessité de réaliser des économies en 2017. Et si vous le permettez, je vais citer votre rapport, page 30. Ce sont les deux paragraphes là, qui se situent dans le petit 4. Ce résultat sera obtenu sur le double effet de la reconduction des crédits destinés à couvrir les retards de paiement antérieurs et d'une mutualisation des dispositifs et des moyens. Cette mutualisation de moyens découle des nouveaux règlements d'intervention qui vont être progressivement adoptés et des efforts qui doivent être poursuivis en matière de rationalisation des processus de fonctionnement interne de notre nouvelle région. Alors autant vous le dire, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, nous sommes un petit peu perplexes à la lecture de ces deux phrases, parce que d'un côté, nous sommes heureux de lire pour la première fois aussi clairement que la région fait du chantier des économies d'échelle produites issues de la fusion un chantier majeur. Et ça nous semble absolument essentiel parce que, voilà, c'est pas en ce jour où vous avez présenté ce nouveau logo et qui marque le plaisir que nous avons d'être tous ensemble. Ce n'est pas casser l'ambiance, casser cette ambiance-là que de dire que
la fusion qui nous amène à être ensemble aujourd'hui est davantage guidée par le souci de ces économies d'échelle que véritablement par une logique géographique ou historique qui nous serait apparue évidente. En tout cas, vous savez que c'est la position que nous avons défendue. Donc ça veut dire que si on veut aujourd'hui donner une raison d'être, donner un sens à cette fusion, il va falloir qu'on soit très bon sur ce chantier des économies d'échelle, de la mutualisation. Et on est heureux que vous en parliez de manière claire dans ce rapport d'orientation budgétaire, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas beaucoup trouvé ça dans les documents que nous avions eu à examiner et à voter depuis le début du fonctionnement de notre nouvelle région. Donc, tout à fait d'accord sur cette priorité, puisque vous affichez une philosophie qui nous paraît tout à fait cohérente, que nous partageons. Nous devons retrouver des marges de manœuvre pour redresser nos agrégats financiers dégradés par la fusion. Ceci dans l'objectif de retrouver des marges de manœuvre précisément pour l'investissement. Et nous sommes parfaitement d'accord avec cet objectif de retrouver des marges de manœuvre pour l'investissement. Mais dans le même temps, cette phrase nous interroge. Cette phrase nous interroge parce que dans votre discours, on n'y voit pas bien clair entre les dépenses de structure et les dépenses d'intervention. Et c'est un discours qu'on a eu l'occasion de tenir à plusieurs reprises, et on est très attentif là-dessus. Il nous semble très important, au sein de la section de fonctionnement de notre budget, de distinguer les dépenses de structure et les dépenses d'intervention qui ne relèvent pas du tout de la même logique. Les dépenses de structure, qui sont principalement les charges de personnel et les charges à caractère général, ce qu'on appelle dans nos budgets municipaux les chapitres 011 et 012, c'est précisément ce fonctionnement-là qu'il faut maîtriser. Et qu'il faut maîtriser avec soin, et même peut-être parfois avec force. Et il y a beaucoup de collectivités, en particulier dans le bloc communal. Je pense par exemple à la commune où je suis élu, je pense à la métropole de Bordeaux, qui font un travail effectivement très important de maîtrise de ces dépenses de structure. Mais à côté des dépenses de structure, il y a, toujours dans la section de fonctionnement, les dépenses d'intervention. Les dépenses d'intervention, ce sont principalement les subventions sur le terrain, aux collectivités et aux entreprises. C'est donc du fonctionnement directement utile dans les territoires. Et c'est là où nous sommes un peu inquiets, parce que vous affichez un objectif de hausse de 2% des charges de personnel. On ne va pas vous faire un procès sur cet objectif de 2% des charges de personnel. On sait qu'il y a des décisions d'État qui nous impactent directement. Et déjà 2%, c'est sûr que c'est un défi important à relever. Vous affichez aussi de manière assez vague une demande de baisse. Vous dites une demande de baisse des autres charges de gestion. Et dans le même temps, vous annoncez, j'allais dire franco de port, une baisse générale des dépenses d'intervention de 2%, et je dis bien des dépenses d'intervention, c'est-à-dire des dépenses sur les secteurs d'intervention qui correspondent à nos politiques, une baisse généralisée à 2% à l'exception de 5 secteurs. Cela veut donc dire, et c'est mathématique, que nos politiques d'intervention vont ou stagner ou baisser, pendant que nos dépenses de structure, dans le même temps, vont augmenter, et ce n'est pas pour nous la bonne orientation. Il faut un plan précis d'économie sur les charges de structure, ces fameuses économies d'échelle dans nos dépenses de gestion interne, pour justement sanctuariser, voire dans un certain nombre de cas, augmenter nos dépenses d'intervention. Ça veut dire, Monsieur le Président, et c'est une demande que nous vous faisons pour le budget primitif 2017 que nous aurons à examiner au mois de février, qu'il nous faut un plan pluriannuel de fonctionnement et un plan pluriannuel d'investissement qui marchent ensemble et qui nous soit présenté avec votre budget 2017 de manière à ce qu'on puisse avoir avec tous les éléments ce débat qui est un débat essentiel. Alors j'en arrive à mon dernier point. Troisième et dernier point, chers collègues, sur nos choix politiques, justement. Et vous allez me permettre, Président, de rebondir sur le débat de ce matin, sur finalement gestion et politique, choix politique. Politique, évidemment, au sens noble du terme, au sens des affaires de la cité. Alors la bonne gestion, c'est l'outil. Finalement, c'est quoi? On s'est interrogé, la bonne gestion, c'est quoi pour une collectivité?
ça n'est rien d'autre que l'outil de soutenabilité et de durabilité de nos choix politiques. C'est-à-dire qu'elle est une condition indispensable, mais qu'elle ne doit pas nous enfermer dans une pensée unique. En clair, la bonne gestion est indispensable, elle est une condition, mais elle n'est pas en soi un horizon. L'horizon, ce sont les choix qui découlent d'une vision politique qui donne tout leur sens à notre mission d'élu. Alors, dans ces choix politiques, nous avons une différence importante avec vous, qui n'est pas nouvelle. Et on se faisait la remarque avec nos collègues. C'est une vision en particulier que nous portons depuis la précédente mandature, où nous siégions, pour ceux qui s'en souviennent, dans le groupe Force Aquitaine. On a même eu le sentiment un petit peu de vous avoir fait bouger là-dessus. Alors, pour l'instant, on a eu l'impression de vous avoir fait bouger davantage dans le registre du constat et de la parole, et on est dans l'attente, et là-dessus on est j'allais dire très ouvert, hein, et même peut-être optimiste, que ce constat et cette parole se concrétisent dans des actions. Cette vision, c'est le caractère absolument central dans nos politiques de la question de l'aménagement du territoire. Et nous portons ce sujet, vous le savez, avec constance, vous ne pourrez pas nous faire ce reproche, l'aménagement du territoire, l'équité territoriale, la solidarité territoriale, c'est une compétence aussi importante que le développement économique pour la région. Et selon nous, mais je crois que nous pouvons tous partager ce constat, il y a urgence à réduire la fracture sociale et territoriale. Et nous avons des leviers majeurs avec nos compétences régionales pour agir que nous n'avons pas suffisamment activés selon nous. Quelques exemples. L'aménagement du territoire sur le plan budgétaire, d'ailleurs le rapport de la CRC le rappelle, c'était 2 € par habitant en Aquitaine. C'était 3,5 fois plus dans les régions avec lesquelles nous avons fusionné. Deuxième indicateur, c'est la politique contractuelle. Et sur la politique contractuelle, là encore, hein, on est revenu à de multiples reprises sur le sujet. On va avoir une communication de votre premier vice-président tout à l'heure. Martine Moga va intervenir à ce sujet. La politique contractuelle est en jachère aujourd'hui. Et on a une attente forte avec un certain nombre d'éléments qui seront présentés tout à l'heure. Et en tout cas, il va falloir y aller sur la politique contractuelle et il va falloir y aller de manière beaucoup plus ambitieuse que jusqu'à maintenant. Je vous épargne ce qui concerne les infos. Ah, mais vous permettez que nous ayons une expression libre dans une assemblée démocratique? Non mais Jean, moi j'ai pas de doute que tu permettes, mais si nos collègues de la majorité permettent qu'éventuellement il y ait une autre voix qui s'exprime. Je pense, Johan, c'est le temps d'intervention, pour que tout le monde puisse intervenir. Si on fait de la comptabilité, Président, bon voilà, je pense. Hein, y compris les groupes qui étaient censés n'avoir qu'un orateur, et qui en ont eu plusieurs dans le débat de ce matin. Revenez au fait. Bon. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, puisque c'est si insupportable pour vous d'entendre une voix différente dans cette Assemblée, j'ai fait 3 pages et demie, il manque une demi-page. Voilà, il reste une demi-page. Donc, je vous épargne les infrastructures routières, on en a déjà parlé. L'économie de proximité, je veux m'y arrêter un petit peu, l'économie de proximité. Une économie de proximité tournée directement vers l'emploi. Les PME, les TPE, l'artisanat, le commerce, le tourisme, l'agriculture. On lit d'ailleurs des choses dans le SRDEII, qu'on va examiner tout à l'heure, et Pascal Requena interviendra au nom de notre groupe, des choses qui résonnent bien à nos oreilles. Il y a des choses très intéressantes là-dessus dans le SRDEII. Je veux d'ailleurs saluer le travail piloté par Bernard Uturi. Mais on sera évidemment dans l'attente de la concrétisation en actes et de la concrétisation budgétaire. En résumé, sur tous ces points, mais si vous le prenez comme ça, faites attention, parce qu'on peut aussi s'amuser à faire des suspensions de séance ou à allonger encore de 10 minutes. Si je dois parler 10 minutes de plus... Non mais, Président, c'est franchement assez désagréable hein, d'intervenir dans ces conditions. Enfin, voilà. Je crois que tout le monde est conscient que vous en avez mis beaucoup là.
Allez, la parole est à Johan Tharis pour conclure. Bref, sur l'ensemble de ces points, nous allons devoir prendre le meilleur de chaque région et plus encore innover, inventer. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans le SRDEI. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ce registre-là. Et les nouveaux règlements d'intervention ne pourront pas se limiter, puisque vous parlez dans le rapport des nouveaux règlements d'intervention, à, en quelque sorte, un nouveau packaging des anciens règlements de l'Aquitaine, minoré d'une baisse de 2% dans le cadre de la baisse des dépenses d'intervention. Voilà, mes chers collègues, les quelques remarques. Voilà, mes chers collègues, les quelques remarques que je souhaitais faire au nom de notre groupe Modem et Apparentés sur ce débat d'orientation budgétaire. Merci.